Bonjour, chronique littérature aujourd'hui. Et littérature, eh bien, c'est publié en littérature blanche, mais ça pourra relever sans peine de la science-fiction ou de l'imaginaire, puisque je vais vous parler de Frères sorcières d'Antoine Volodine, avec pour sous-titre qualificatif Entrevoûte. Ça a été publié aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction et compagnie en janvier 2019, tout récemment donc, et ça fait 299 pages. Frères sorcières, paru en début d'année, est à ce jour le dernier avatar du post-exotisme. Il devrait, dit-on, y en avoir 6 autres ensuite, et puis silence. Et il a été publié pour le coup sous le nom d'Antoine Volodine. Il se voit associer le qualificatif de genre Entrevoûte, qui avait déjà accompagné de précédentes publications signées Volodine et Lutz Passmann, et qui serait, semble-t-il, défini dans le post-exotisme en 10 leçon 11 que je n'ai hélas pas lu. Aussi est-il difficile pour moi de saisir pleinement ce concept, si cela a la moindre importance, mais relevons du moins que ce terme emprunté à l'architecture semble soutenir la structure de ce livre composé de 3 parties on ne peut plus différentes, mais qui n'en sont pas moins supposées se répondre. Quoi qu'il en soit, nous sommes en terrain connu. C'est à la fois ce qui est merveilleux avec le post-exotisme et ce qui, si j'ose l'avouer, me fait redouter un peu chaque nouvelle lecture en la matière, en précisant que je n'en ai pas lu tant que ça non plus, a fortiori des autres avatars de l'auteur. Volodine et compagnie cultivent une voix singulière depuis Biographie comparée Jorian Burgrave et brodent depuis sur les mêmes thèmes, sur les mêmes images, avec une patte stylistique caractéristique, sans pour autant vraiment se répéter car chaque livre a sa personnalité, mais en renouvelant toujours cette matière travaillée avec une dévotion maniaque. Toutefois, à chaque nouvelle lecture, au moment d'entamer le livre, je me demande presque systématiquement si ce ne sera pas celui de trop dans ce registre, celui dans lequel la manière propre à Volodine tournera à la formule. Et pour être honnête, à la lecture de Frères sorcières, je me suis posé cette question au-delà de la première page. En définitive, je ne crois pas que Frères sorcières soit le livre de trop et j'ai apprécié ma lecture. Je ne prétendrai pas pour autant avoir été parfaitement convaincu de la première à la dernière ligne, d'autant que l'auteur, j'ai l'impression, il joue un jeu dangereux avec l'autodérision, plutôt sympathique, mais qui, comme tant de post-trucs, louche peut-être un peu occasionnellement sur l'autoparodie. Il faudra y revenir, mais disons d'emblée, pour les amateurs du TLDR, que Frère Sorcière, avec ses qualités, ses bons moments, sa puissance évocatrice typique, me paraît plutôt bon, oui, mais relativement mineur. En tout cas pas à la hauteur de mes Volodines préférées, des Anges mineurs et Bardot en note Bardot, mais peut-être davantage au niveau de, mettons, Terminus Radieux, le précédent roman signé Volodine, et qui avait beaucoup enthousiasmé la critique, mais ne m'avait pas totalement convaincu à titre personnel. En même temps, je l'avais lu durant une très mauvaise période. Frères sorcières se scinde donc en 3 parties formellement très différentes. La première, intitulée Faire théâtre ou mourir, est la plus accessible, celle aussi qui d'emblée ressort en vrac tout le corpus volodinien. Nous y assistons à l'interrogatoire, une figure classique du post-exotisme, lequel n'est pas tant un mouvement littéraire que l'association de fait d'auteurs dissidents emprisonnés. L'interrogatoire donc par une sorte de juge des enfers déguisé en agent du KGB, d'une femme du nom d'Eliane Schubert, qu'on imagine ficelée sur une chaise, les yeux agressés par un projecteur braqué en pleine face. Eliane Schubert faisait partie d'une troupe de théâtre majoritairement féminine que les aléas de la politique comme de la route ont entraîné dans les vallées et les collines d'une sorte d'Asie centrale mythifiée, semi-désertique, toujours imprégné des habituels reliquats post-soviétiques caractéristiques du post-exotisme, mais sur un mode plus lointain et plus barbare. Et justement, la troupe tombe entre les griffes d'une bande de brigands comme un souvenir de cosaque, et la situation dégénère bien vite. Les hommes sont abattus, puis les femmes, à l'exception de la seule Eliane Schubert, mais pas avant d'avoir servi d'esclaves sexuels assez mal répugnants et pas peu fiers de leur brutalité criminelle, perçue comme un aspect essentiel de leur masculinité nécessairement agressive. Volodine à l'heure de MeToo et des débats sur la culture du viol? Peut-être, et peut-être pas non plus tout à fait, car le corpus post-exotique depuis bien longtemps abondait déjà en figures féminines fortes, rebelles et sorcières, en proie à l'agressivité des mâles, mais certainement pas disposées à se laisser faire, dont Eliane Schubert n'est au fond qu'une nouvelle variation. Mais le qualificatif de sorcière ou de chamane, souvent employé par ailleurs pour désigner l'auteur et ce livre tout spécialement, doit sans doute plus que jamais être mis en avant, à l'heure là encore où l'on semble priser de nouveau l'éloge de la sorcière comme archétype féminin fondamental, ce qui revient par vagues.
car il établit une filiation entre Eliane Schubert et ses modèles passés, impitoyables mamies bolcheviques, prêtresses et magiciennes cachées dans la toundra ou dans les logements sociaux, et poétesses nomades et folles comme Maria Soudaïeva et ses slogans. Eliane Schubert a été élevée dans le théâtre des vociférations, un cant-opéra tout en imprécations majuscules et exclamatives qui ont quelque chose de mots de pouvoir performatif, les attributs d'une poésie archaïque qui est en même temps et peut-être surtout acte essentiellement magique et donc profondément subversif, de l'ordre du monde naturel comme de la politique humaine. Les vociférations constituaient le substrat fondamental de l'éducation d'Eliane Schubert comme un secret transmis de mère en fille et ont décidé de sa vision du monde. Un temps peut-être l'artifice du théâtre a pu les dénaturer, les amoindrir même, mais dans l'enfer de la bande de brigands, pas un enfer fabuleux, mais un cauchemar barbare au relent concentrationnaire qui noue perpétuellement les tripes, ces slogans d'agite-propre retrouvent leur fonction magique et sont bien perçus comme tels par les femmes brigandes, il y en a, qui y voient une ressource unique, proprement féminine et digne de respect, dans un environnement masculin où le respect n'est jamais dérivé que de la force. Cependant, le sort d'Eliane Schubert demeure un calvaire et son statut de survivante douteux. Faire théâtre ou mourir, oui, est la partie la plus accessible de Frères Sorcières, et nous sommes bel et bien en terrain familier ici. Mais justement, la magie Volodine opère avec une efficace qui renvoie à la pratique chamanique en même temps que théâtrale d'Eliane Schubert. Ses thèmes, ses personnages, ses mots, nous les connaissons, et depuis biographie comparée de Jorian Burgrave si ça se trouve. Mais ils fonctionnent toujours aussi bien, ils ont toujours cette vertu caractéristique relevant presque de l'hypnose. Ils suscitent via l'accord tacite de l'auteur et du lecteur un paysage mental typique et qui séduit toujours autant. Oui, le terrain est familier, mais on l'apprécie, on le vit, on le ressent, et tout cela est terriblement et magnifiquement juste. Le reste est plus ardu. La partie centrale de ces entrevoûtes, intitulée Vocifération, reprend sous 49 items composés de 343 sentences le texte du cant-opéra qui a formé Eliane Schubert. Et nous sommes là encore en terrain connu au fond, car ce texte renvoie évidemment au slogan de Maria Soudaïeva. Cependant, je ne garantirai pas que l'impact soit le même. Nous sommes bien confrontés à une sorte de poésie surréaliste, relevant souvent de l'écriture automatique, habillée sous les oripeaux grotesques d'un réalisme socialiste d'emblée perverti. Une rhétorique révolutionnaire tout en imprécations démentes braillées à plein poumon, des formules majuscules, agressives et absurdes, qui prennent sans cesse le lecteur-spectateur à partie, avec un P majuscule, je suppose. Mais rien de tout cela n'a de sens au fond, les formules sont vides, car ce n'est pas ce qui compte vraiment, ce sont des mots de pouvoir, des mantras même pas vraiment cachés derrière les ordres d'agite-propre, des hommes déguisés en rhétorique révolutionnaire. Cependant, je crois que non, l'effet produit n'est pas le même que dans les slogans de Maria Soudaïeva avec leur étrange poésie. Ici, on a davantage l'impression d'une production en roue libre pour le coup, et si la déposition d'Eliane Schubert témoignait de la puissance performative de ses vociférations, leur lecture sèche et enchaînée produit surtout un sentiment d'imposture et d'absurdité. On peut se demander assez légitimement, je crois, quelle est la part d'autodérision dans tout cela, voire donc d'autoparodie. Une question qui se posera encore dans la dernière partie de Frères Sorcières, intitulée Duranox et Nox, et formellement, c'est encore autre chose, une phrase unique s'étalant sur 120 pages, bon, avec quelques tricheries, des points de suspension ou des répliques insérées dans le texte, comme le long monologue intérieur est nécessairement confus d'une créature pas véritablement humaine, peut-être divine, peut-être démoniaque, probablement autre chose, et qui commente en direct ou après coup ces innombrables incarnations masculines et féminines sur des millénaires et des millénaires d'une humanité qui se perpétue contre vents et marées absurdement, quand l'environnement de prédilection de la créature est un espace noir dont on ne sait s'il est avant tout chaotique, sur un mode primordial notamment, ou bien parfaitement nihiliste. Et sans doute cette litanie maladive nous renvoie, au moins dans les thèmes, à la déposition extorquée à Eliane Schubert, car les 1000 avatars du narrateur en naviguant sans plus y arrêter entre les genres témoignent toujours d'un univers mental aussi bien que physique où le sexe est déterminant et plus qu'à son tour sur un mode menaçant, relevant de la prostitution ou du proxénétisme, du viol et de l'inceste, etc. Ça et là, des couples se forment, se dissolvent ou bien au contraire se perpétuent, mais souvent dans la rancœur et le mépris, la haine et la violence, la crainte et la malédiction, et l'esprit passe d'un partenaire à l'autre ou au sein de telle ou telle association de circonstances intervertit les rôles masculins et féminins,
dans un geste onaniste aux connotations symboliques fortes, et l'ensemble constitue une mythologie très à propos pour cette figure immortelle et résolument non humaine, relevant tantôt du monstre, tantôt du trickster, tantôt forcément de la sorcière, et tantôt de la création littéraire pure, autosuffisante d'une certaine manière, encore qu'elle procède souvent par citation de Howard Phillips Lovecraft, oui, aussi bien que de Lutz Bassmann, ou même un certain Antoine Volodine, raillé au passage pour sa mesquinerie à l'encontre de telle ou telle figure du post-exotisme, bien plus douée que lui. Car l'autodérision envisagée plus haut pour les vociférations est assez marquée dans cette troisième et dernière partie, et elle présente là encore au moins le risque de l'autoparodie, ce qui ne facilite pas la tâche du lecteur, lequel est par ailleurs confronté de la sorte à un texte assez hermétique, et disons-le, si c'est peut-être risible à vos yeux, j'ai trouvé ça d'une lecture assez épuisante. Mais il est vrai que j'ai tendance à me montrer méfiant devant ce genre de procédé littéraire, ici cette longue phrase ininterrompue ou presque. À tort ou à raison, j'ai tendance presque systématiquement à y voir comme des coquetteries d'écrivains, des outils plus tape à l'œil qu'autre chose, car d'une pertinence limitée au-delà de la seule démonstration formelle de l'auteur au travail est très désireux d'en faire étalage. Généralement, cela ne sert pas à grand-chose. Ici, eh bien ici, oui, cela peut avoir du sens, car il s'agit après tout de pénétrer la psyché d'un être résolument autre, et d'une créature dont la conscience s'étend sur 49 fois 7000 ans et 11 jours, ou quelque chose comme ça, d'une créature d'essence changeante par ailleurs, et qui suscite, entretient et d'une certaine manière légitime, un rapport au monde forcément un peu confus. Admettons, mais oui, c'est assez épuisant, et si cela peut se justifier, je ne suis pas certain que ce soit vraiment utile et encore moins nécessaire. On avouera cependant que ce procédé, s'il a ses inconvénients, produit effectivement quelques belles pages. Si la narration est confuse, c'est peut-être qu'il faut davantage appréhender cette seule longue phrase sorcière, comme le formule la quatrième de couverture, renvoyant, je suppose, au slogan performatif des deux premières parties de ces entrevoûtes, comme une sorte de long poème en prose et peut-être pas tant halluciné qu'étranger. Le style Volodine est reconnaissable derrière l'absence de points et de paragraphes qui produit parfois des séquences de toute beauté, mais disons que ça se mérite. J'ai bien aimé Frère Sorcière. Le Volodine nouveau est un bon cru, mais pas un des meilleurs en ce qui me concerne, loin de là même. Il a en tout cas quelque chose de déconcertant qui tient à la fois au jeu dangereux typique du post-exotisme, explorant sans cesse les mêmes thèmes avec les mêmes procédés, si chaque livre du post-exotisme demeure singulier et doté d'une forme de personnalité appréciable, comme un renouvellement perpétuel plutôt qu'une déclinaison sur le mode de la formule, et à ce que ce jeu dangereux est perverti encore d'une certaine manière par une forme d'autodérision marquée, peut-être salutaire, peut-être inquiétante. Si faire théâtre ou mourir en balle sans peine en raison de ou malgré son relatif classicisme volodinien, les vociférations prises en tant que telles relèvent un peu de la mauvaise blague, aussi ne faut-il pas les prendre en tant que telles, mais seulement en les insérant à leur place dans le dispositif des entrevoûtes, supposais-je, sans bien comprendre véritablement ce qu'est au juste ce dispositif, et Duranox Adnox épuise et déconcerte tout en fascinant par moments. Un livre difficile à appréhender donc, plutôt convaincant en définitive, mais avec peut-être quelques limites, inégal dans ce format bâtard associant des formes très différentes. Quoi qu'il en soit, j'ai encore plein de voies du post-exotisme à explorer, et peut-être certaines pourraient-elles m'éclairer, a posteriori, sur la valeur propre de Frères Sorcières, tout en ayant leur intérêt singulier. Ce qui est l'essence même de ce cycle en forme de cathédrale ou d'usine, c'est la même chose, en ruine.